Jamais reine de France, depuis Catherine de Médicis, ne fut mère plus aimante. Anne d'Autriche, épouse du roi Louis XIII, dut attendre 23 ans pour mettre au monde son premier fils, Louis Dieudonné, futur Louis XIV, l'enfant du miracle. Catherine de Médicis, autre point commun avec Anne, attendit pour sa part 10 ans l'heureux événement, mais elle se rattrapa par la suite. Je disais donc qu'Anne d'Autriche fut une mère très aimante et affectueuse. Elle vouait à son fils une véritable idolâtrie. Elle suivit de près son éducation avec l'aide du cardinal de Mazarin, parrain de l'enfant, veillant tout particulièrement sur ses intérêts jusque dans les moindres détails. Cependant, malgré l'amour qu'elle lui portait, elle se montrait souvent dure avec lui et très à cheval, notamment sur la religion. N'était-il pas destiné à régner sur la France? Il fallait donc lui inculquer de grandes valeurs dignes d'un roi: histoire, art, danse, maniement des armes et devoirs religieux. Philippe, dit Monsieur, qui naîtra 2 ans après lui, sera davantage pouponné. Et en bonne maman, protectrice de son aîné, Anne fit en sorte que la virilité de son cadet soit amoindrie, de façon à ce qu'il ne tente pas un jour de renverser son frère. On ne sait jamais. Pour cela, elle l'éleva tout simplement comme une petite fille, jusqu'à l'âge de 14 ans, l'habillant de robes et de dentelles. Cette éducation singulière laissera bien évidemment des traces, et à l'âge adulte, Monsieur, à la cour de Versailles, était réputé pour son goût prononcé pour les tenues féminines et sa préciosité. Le très zélé Mazarin ira même alors jusqu'à le présenter à son neveu, Philippe Mancini, capitaine des mousquetaires du roi et homosexuel notoire, pour que celui-ci l'invite à connaître le vice italien. Pour en revenir au futur roi Soleil, tout en restant dans le domaine de l'éducation, Anne d'Autriche veilla aussi attentivement à sa vie intime. Et lorsque vint l'âge de la puberté, elle venait souvent elle-même observer les draps à la recherche de traces séminales qu'on appelait alors joliment carte de France. Et puis, un beau matin, les médecins notèrent la présence d'un liquide consistant et en grande quantité. Je cite leur rapport. Et, tout contents, ils annoncèrent l'heureuse nouvelle à la reine. Au jour de son 14e anniversaire, âge de la majorité chez les rois, la cour était en liesse. Le sexe du roi commençait. Alors, dans la galerie du château de Saint-Germain, lorsqu'il avança lentement, d'une allure déjà majestueuse, entre les duchesses et les grandes dames, toutes lorgnèrent sur lui et assurément s'apprêtèrent à se porter volontaires pour lui apprendre les choses de l'amour. Mais pour son dépucelage, sa mère entendait bien choisir elle-même celle qui lui semblait la bonne personne. Et son choix, aux grandes dames de la cour, se porta sur Catherine Henriette Bélier. C'était sa femme de chambre, également sa confidente, et elle fut donc chargée officiellement d'accompagner le roi dans son passage charnel à l'âge adulte. Il avait alors tout juste 16 ans. Cette Catherine, connue sous le surnom peu élogieux de Cato la borgnesse, en raison de son œil de verre, était exécrée par tout le monde.
En fait, il semblerait plutôt qu'elle portait un bandeau sur un œil afin de dissimuler un strabisme prononcé. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait 20 ans de plus que Louis, était laide à faire peur, mal attifée, bref, tout ce qu'il fallait pour plaire. Bien que peu attrayante, elle avait eu toutefois de nombreux amants, dont l'archevêque de Sens, Louis-Henri Pardaillon de Gondrin, qui, bien que très vertueux, dit-on, succomba à ses charmes. De tendance janséniste, il était très hostile aux jésuites qu'il persécuta même en 1653. Il fut longtemps, très longtemps présent à la cour, puis il s'en éloigna plus tard, car il n'appréciait pas les faveurs que sa propre nièce, Madame de Montespan, recevait du roi. Cato la Borgnesse portait haut une réputation de lubricité qui semblait mal s'accorder avec la piété et je dirais presque l'austérité de la reine. Mais il faut dire qu'elle lui administrait si bien les lavements, traitement usuel à cette époque. Qui était donc cette Cato, roturière ignare, pas très catholique d'ailleurs, dont on a envié l'omniprésence auprès de la reine? Elle était née en 1614 dans le Poitou, et c'était, dit-on, la petite fille d'un fripier ou d'un crocheteur aux Halles, et la fille d'un commerçant de drap devenu, on ne sait comment, huissier du cabinet de la reine, un certain Michel Bélier. Elle eut une jeunesse débridée et manifesta très tôt un penchant excessif pour le sexe et la luxure, faisant sienne cette formule de Shakespeare. L'amour, c'est le soleil après la pluie, et la luxure, c'est l'orage après le soleil. En 1634, elle finit par épouser à Saint-Germain-en-Laye un honnête marchand drapier, Pierre Beauvais, fournisseur de la cour en textile, à qui elle donnera 7 enfants. C'est par son intermédiaire qu'elle fit ses premiers pas au palais du Louvre, où la reine la remarqua. Catherine n'avait pas sa langue dans la poche, et bien qu'inculte, elle était intelligente, avisée et très fine dans ses jugements. Elle revint au Louvre avec son mari, et aussi étonnant que cela puisse paraître, une certaine complicité va naître entre ces deux femmes si différentes l'une de l'autre. Et bientôt Cato va prendre l'habitude de parler à la reine avec familiarité. Anne d'Autriche lui demanda un jour d'entrer à son service comme femme de chambre, ce qu'elle accepta aussitôt, et très vite elle devint indispensable sur tous les plans, et pas seulement pour les lavements. Elle devint en quelque sorte sa première femme de chambre. Si elle n'était pas très belle, comme nous l'avons vu, c'est le moins que l'on puisse dire, elle avait un certain charme, et en dépit de son manque d'instruction, beaucoup d'esprit, selon Saint-Simon. Anne lui accorda sa pleine et entière confiance, et c'est donc tout naturellement qu'elle pensa à elle pour entretenir Louis de la chose, et même de l'affaire. Primi Visconti, l'un des chroniqueurs de la cour, raconte cet épisode en ces termes. Tout affreuse qu'elle était, le prince étant fort jeune, l'ayant trouvé seul à l'écart dans le Louvre, elle le viola, ou du moins le surprit, de sorte qu'elle obtint ce qu'elle désirait. J'ajouterai qu'elle l'obtint avec évidemment la bénédiction de maman. Certes, Cato ne lui tournera pas la tête, mais elle l'éveilla à l'amour, et il apprécia cette première expérience, puisque l'on affirme que, pour
parfaire ses connaissances, il serait retourné plusieurs fois dans son lit, qu'elle devint même en quelque sorte sa première maîtresse, et qu'en tout état de cause, elle lui laissera un excellent souvenir. Et dès lors, observera Saint-Simon, avec un sourire narquois, Sa Majesté ne manqua jamais une occasion de rôtir le balai. Catherine fut chaleureusement remerciée pour son service rendu auprès du jeune roi, par le don d'un terrain dans le quartier du Marais, mais aussi par l'anoblissement de son époux qui reçut le titre de baron. Et c'est ainsi que Cato la Borgnesse devint baronne. Elle conserva également le privilège envié de figurer sa vie durant parmi les premières personnes qui assistaient au lever du roi, donc avant même les princes de sang, position éminemment stratégique pour briguer des faveurs. Sur le terrain qui lui fut donné, elle élèvera un hôtel particulier, un superbe édifice de style baroque, l'hôtel de Beauvais, qui sera l'œuvre de Antoine le Pôtre, premier architecte du roi, lequel décora la cour d'honneur de têtes de bélier en référence au nom de la propriétaire, et également d'un visage de femme qui serait le seul portrait, pas très flatteur d'ailleurs, qui nous soit parvenu d'elle. On la disait extrêmement avare, en raison du fait qu'elle se débrouilla pour récupérer sur ordre du roi des pierres destinées à la façade du Louvre et qu'elle fera concevoir son hôtel dès le départ avec des boutiques en façade de façon à en percevoir les loyers. Au milieu du XVIIIe siècle, l'hôtel sera loué par l'ambassadeur de Bavière, et c'est la raison pour laquelle le petit Mozart, âgé de 7 ans, y séjourna entre 1763 et 1764. Plus tard, la reine Christine de Suède y séjourna également durant son exil. Classé monument historique, l'hôtel de Beauvais accueille aujourd'hui la cour administrative d'appel de Paris. C'est du balcon de l'hôtel de Beauvais que Anne d'Autriche, Mazarin et Turenne assistèrent le 26 août 1660, date de son inauguration, à l'entrée dans Paris de Louis XIV et de Marie-Thérèse pour fêter leur mariage. Françoise d'Aubigné, future Madame de Maintenon, qui s'y trouvait également, vit alors pour la première fois de sa vie celui qui sera son mari dans quelques années. Cato ne dissimulera pas ce jour-là sa joie et sa fierté. Belle revanche pour celle qui avait été si longtemps moquée et stigmatisée par les courtisans. 3 ans plus tard, elle fit construire un second hôtel pour son fils à l'entrée de la rue de Grenelle, près du carrefour de la Croix-Rouge, et le 3 novembre, elle y reçut la reine-mère, le roi et son frère Philippe. Elle était toujours très attentionnée et affectueuse avec son petit Louis, qui s'était révélé un fort brillant élève. L'année suivante, Mazarin meurt, ce qui affecta beaucoup Anne, et Louis décida de régner seul. Désormais, toujours vêtue de noir, Anne est alors écartée du conseil par son fils, qui ressentait le besoin de se débarrasser de son omniprésence. Elle fit part aussitôt de son amertume à Cato en ces termes. « Je m'en doutais bien qu'il serait ingrat et qu'il voudrait faire le capable. » Cato la reprit un peu plus aigrement qu'il ne lui convenait, au dire de l'abbé de Choisy, témoin de la scène. Et autrement dit, la reine en fut fâchée, ce qui amena ce commentaire amusé de l'abbé. Cato ne manquait ni d'esprit ni d'expérience, et d'ailleurs elle avait ses raisons pour prendre le parti du roi.
Anne d'Autriche se retirera dans ses couvents et surtout au Val-de-Grâce, mais c'est dans ses appartements au Louvre qu'elle rendit son dernier soupir en janvier 1666. Quant à Cato, elle poursuivra un grand train de vie, maria sa fille Anne-Jeanne Baptiste au marquis de Richelieu, Jean-Baptiste Amador de Vignerot, neveu du cardinal, ce qui provoqua un grand esclandre à la cour. C'est une véritable cabale qui se monta même contre elle, accusée d'être une intrigante. Mais elle sut résister aux assauts de ses adversaires, grâce au soutien toujours discret mais solide du roi. Et même si l'on parla alors de disgrâce, celle-ci ne fut que temporaire. Toutefois, en 1674, à la mort de son époux, elle se retrouva vite submergée de dettes, malgré la pension substantielle que lui accorda le roi, et contrainte quelques années plus tard, d'autant plus qu'elle approchait les 70 ans, à se retirer de la cour, mais elle s'y montrait toutefois encore assez souvent, comme le souligne Saint-Simon. Je l'ai encore vue, vieille, chassieuse et borgne, à la toilette de madame la duchesse de Bavière, où toute la cour lui faisait merveille, parce que de temps en temps elle venait à Versailles, où elle causait toujours avec le roi en particulier, qui avait conservé beaucoup de considération pour elle. Elle finira par se retirer définitivement, et celle qui déniaisa le roi Soleil et fut sa première maîtresse meurt paisiblement à Paris en août 1690 à plus de 80 ans, avec le sentiment du devoir accompli. Oui, elle s'était en effet acquittée à merveille, vous en conviendrez, de la mission qui lui avait été confiée auprès du petit Louis, et révélait une excellente pédagogue dans son domaine, au point que l'élève surpassa très vite le maître, ou plutôt la maîtresse. Louis XIV eut tout au long de son long règne une quarantaine de maîtresses, dont une quinzaine officielles, 6 enfants avec son épouse légitime et une vingtaine d'enfants naturels, sans compter tous ceux que l'on ne connaît pas. Merci et à bientôt.